Le vent glacial de l'hiver 1878 hurlait à travers les plaines sauvages du territoire, faisant trembler les volets de bois de la modeste métairie de Mathilde Vasseur. À 52 ans, Mathilde vivait seule depuis 3 ans, depuis que son époux, Gabriel, avait succombé à une pneumonie foudroyante. Leur petit ranch, niché au creux d'une vallée à plus de 30 km de la bourgade de Saint-Roch, avait jadis résonné de rires et de projets d'avenir. Désormais, seul le silence accompagnait ses tâches quotidiennes. Mathilde raviva le feu dans l'âtre de pierre, observant les braises danser vers le conduit de la cheminée. La tempête de neige faisait rage depuis 2 jours, une violence inhabituelle même pour un mois de janvier dans cette région hostile. Elle resserra son châle en laine autour de ses épaules, trouvant un maigre réconfort dans son poids familier. C'était le dernier cadeau de Noël que Gabriel lui avait offert. « Encore une nuit seule », murmura-t-elle aux flammes crépitantes. L'isolement pesait toujours plus lourd en hiver, lorsque la neige rendait impossible les rares visites des voisins. Soudain, un bruit venu de l'extérieur la fit sursauter, un son distinct de la plainte incessante du vent. Mathilde se figea, l'oreille aux aguets. Le bruit se répéta, un coup sourd et faible contre sa porte. Qui serait assez fou pour sortir par un temps pareil, grommela-t-elle en saisissant la carabine que Gabriel lui avait appris à manier. Des bandits rôdaient parfois dans ces contrées, s'attaquant aux fermes isolées. Mathilde s'approcha de l'entrée avec prudence. « Qui est là ?» lança-t-elle, la voix ferme malgré les battements affolés de son cœur. Aucune réponse ne vint, seulement un autre choc, plus faible encore. Prenant une profonde inspiration, Mathilde tira le loquet et braqua son arme vers l'obscurité. Le vent força immédiatement le battant, s'engouffrant avec un tourbillon de neige et révélant une petite silhouette recroquevillée sur le porche. « Bon Dieu !» souffla Mathilde en abaissant son arme. Une enfant, âgée de tout au plus 8 ou 9 ans, gisait à demi gelée sur son seuil. Les cheveux noirs de la fillette étaient incrustés de glace, sa peau cuivrée teintée de bleu par le froid mordant. Elle portait des vêtements en lambeaux, troués, tragiquement insuffisants pour affronter la tempête, et du sang avait figé sur une plaie qui lui barrait le front. Mathilde reconnut immédiatement les traits d'une enfant des tribus locales. Les tensions entre les colons et les autochtones demeuraient vives sur le territoire, et les affrontements violents étaient encore monnaie courante. Mais Mathilde n'avait jamais partagé les préjugés de ses voisins. Gabriel lui avait enseigné la tolérance. « Mon enfant, que t'est-il arrivé ?» chuchota-t-elle en s'agenouillant près du petit corps. N'obtenant aucune réponse, elle posa sa carabine et souleva doucement l'enfant inconsciente, surprise par sa légèreté effrayante. La portant à l'intérieur, Mathilde repoussa la porte du pied contre la bourrasque hurlante. Elle installa la petite près du feu, rassemblant à la hâte des couvertures et sa précieuse réserve d'onguents. Alors que Mathilde nettoyait la blessure au front, l'enfant remua, ses yeux sombres s'ouvrant en grand, emplis de peur et de confusion. « Chut !» apaisa Mathilde. « Tu es en sécurité maintenant. » La fillette tenta de ramper pour s'enfuir, débitant rapidement des mots dans sa langue natale, des paroles que Mathilde ne comprenait pas. La veuve leva ses mains vides pour montrer qu'elle ne voulait aucun mal. « Je ne te ferai rien, dit-elle doucement. Tu es blessée et tu as failli mourir de froid. Laisse-moi t'aider, je t'en prie. » Quelque chose dans le ton de Mathilde dut transmettre sa sincérité, car l'enfant cessa de se débattre, bien que la méfiance demeurât dans son regard. Mathilde tendit lentement une tasse d'eau, l'offrant à la petite qui hésita avant de la saisir de ses mains tremblantes. Après avoir bu avidement, la fillette étudia le visage de Mathilde. Puis, de manière inattendue, elle prononça un mot unique dans un anglais hésitant. « Froid !»« Oui », acquiesça Mathilde en drapant une autre couverture sur les frêles épaules. « Très froid. Mais tu vas te réchauffer maintenant. » Tandis que Mathilde continuait de la soigner, l'enfant murmurait parfois des mots dans sa propre langue. Un mot revenait souvent, alors qu'elle fixait Mathilde droit dans les yeux. « Ina ». Mathilde en ignorait le sens, mais répondit par un sourire bienveillant. « Je suis Mathilde, dit-elle en se désignant. Mathilde Vasseur. » La fillette hocha légèrement la tête, puis chuchota. « Ayana. »« Ayana, » répéta Mathilde. « C'est ton nom ?» L'enfant opina de nouveau avant que ses paupières ne s'alourdissent. Mathilde poursuivit ses soins jusqu'à ce qu'Ayana sombre dans le sommeil,
l'épuisement ayant finalement raison d'elle alors que le blizzard continuait de faire rage au dehors. Mathilde s'installa dans son fauteuil à bascule près de l'âtre, veillant sur cette enfant mystérieuse littéralement tombée devant sa porte. Les questions se bousculaient dans son esprit. D'où venait-elle? Qu'était-il arrivé à sa famille? Comment avait-elle survécu à la tempête assez longtemps pour atteindre cette ferme isolée? « Je te protégerai », murmura Mathilde à l'enfant endormi. Elle sentit un instinct maternel, longtemps endormi, s'éveiller en elle. Gabriel et elle n'avaient jamais eu la bénédiction d'avoir des enfants, un chagrin qui avait projeté une ombre sur leur mariage pourtant heureux. En regardant la poitrine d'Ayana se soulever et s'abaisser au rythme d'un sommeil paisible, Mathilde ressentit un lien inattendu se tisser, ténu mais étrangement profond. Dehors, le vent poursuivait sa complainte lugubre. Mais à l'intérieur, Mathilde ne se sentait plus seule. Le matin arriva avec une blancheur aveuglante, le soleil se reflétant sur la neige fraîche. Mathilde avait somnolé par intermittence dans son fauteuil, se réveillant souvent pour vérifier l'état d'Ayana. La fillette dormait encore, sa respiration plus forte désormais, des couleurs revenant sur son visage. Mathilde se déplaça silencieusement dans la cabane, préparant une bouillie de maïs et faisant couler du café. Cette routine familière lui apportait du réconfort, bien que tout semblât différent avec une autre présence sous son toit. Alors qu'elle remuait la bouillie, Mathilde entendit un léger bruissement. En se retournant, elle trouva Ayana qui l'observait avec des yeux prudents. « Bonjour », dit doucement Mathilde. « As-tu faim ?» Ayana ne répondit pas verbalement, mais son regard glissa vers la marmite, et elle fit un petit signe de tête. Mathilde remplit un bol, ajoutant un filet de son précieux miel avant de l'apporter à la fillette. Ayana l'accepta avec méfiance, reniflant le contenu avant de prendre une cuillerée hésitante. La faim l'emporta rapidement sur la prudence, et elle commença à manger avec urgence. « Doucement », avertit Mathilde, « ton estomac a besoin de temps. » Comme si elle comprenait, Ayana ralentit la cadence. Lorsqu'elle eut fini, elle leva les yeux vers Mathilde et parla doucement. « Ah et... » Puis, après un moment d'hésitation, elle ajouta « Merci. » Mathilde sourit. « Tu parles un peu notre langue ?»« Un peu, » confirma Ayana en formant un petit espace entre son pouce et son index. « Père appris-moi. » À la mention de son père, l'expression d'Ayana s'assombrit. Mathilde le remarqua aussitôt. « Ton père, est-il près d'ici? Ta famille ?» demanda-t-elle avec douceur. Les yeux d'Ayana s'empirent de larmes. « Soldats venus, beaucoup, fusils. » Elle mima des tirs avec ses mains. « Mère, dire-moi, courir, cacher. » Sa voix se brisa. « J'ai couru, neige venue, perdu. » Le cœur de Mathilde se serra. L'histoire de la fillette était tragiquement familière dans ces territoires. Un nouvel affrontement entre l'armée et les tribus, avec des vies innocentes prises en étau. « Combien de temps es-tu resté dehors ?» demanda Mathilde. Ayana leva 2 doigts, 2 sommeils. Mathilde s'émerveilla que l'enfant ait pu survivre 2 jours dans un tel blizzard. « Et tu as trouvé ma cabane ?»« Vu fumer, expliqua Ayana. « Marcher vers fumée. » Mathilde hocha la tête, comprenant enfin. La fumée de sa cheminée avait guidé la fillette à travers la tourmente, un phare d'espoir dans des circonstances désespérées. Le regard d'Ayana erra dans la pièce, détaillant le mobilier modeste mais soigné. Les photographies sur le manteau de la cheminée, le couvre-lit en patchwork sur le lit de Mathilde. Ses yeux s'attardèrent sur un daguerréotype encadré montrant Mathilde et Gabriel le jour de leurs noces. « Homme ?» demanda-t-elle en pointant l'image de Gabriel. « Mon mari » expliqua Mathilde. « Gabriel. Il est parti. Il est mort il y a 3 hivers. » Ayana hocha la tête avec une compréhension solennelle, bien au-delà de son âge. Comme les miens maintenant. Cette simple déclaration portait un deuil si lourd que Mathilde sentit ses propres yeux s'embuer. Sans réfléchir, elle vint s'asseoir près d'Ayana, passant doucement un bras autour de ses frêles épaules. À sa grande surprise, la fillette ne se recula pas, s'abandonnant même légèrement à cette étreinte. « Ina » chuchota de nouveau Ayana en levant les yeux vers Mathilde. « Que signifie ce mot ?» demanda doucement la veuve. « Tu l'as dit la nuit dernière aussi ?»« Cela veut dire mère » expliqua Ayana. « Tu es comme Ina maintenant. » Mathilde sentit son cœur se briser et se réparer tout à la fois. Cet enfant,
orpheline par la violence des hommes, avait choisi de lui faire confiance, de voir en elle une figure maternelle malgré le gouffre qui séparait leurs deux mondes. « J'en suis honorée », souffla Mathilde, la voix étranglée par l'émotion. Elles restèrent silencieuses un moment avant qu'Ayana ne pointe son propre front, là où Mathilde avait bandé la plaie. « Tu as guéri ? J'ai fait de mon mieux, opina Mathilde. Est-ce que ça te fait mal ? Un peu, admit Ayana. J'ai connu pire. Le ton factuel, venant d'une si jeune enfant, noua la gorge de Mathilde. Qu'avait donc enduré cette petite âme dans sa courte vie ? Et maintenant, demanda soudain Ayana, le regard grave, les soldats vont me trouver ici ? La question força Mathilde à affronter la réalité. Héberger une enfant des tribus, surtout une qui pourrait être recherchée par l'armée, les mettait toutes deux en grand danger. Mais en plongeant son regard dans les yeux confiants d'Ayana, Mathilde sut qu'elle ne pourrait jamais la chasser. « Tu resteras ici », déclara-t-elle fermement, « jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. Ensuite, nous aviserons ensemble. » Ayana scruta le visage de Mathilde, cherchant une trace de mensonge ou d'hésitation. N'en trouvant aucune, elle hocha la tête une fois. Ensemble. Dehors, la neige continuait de tomber doucement, formant des congères qui isolaient efficacement la cabane du reste du monde. Mathilde y vit une bénédiction. Cela leur donnait du temps pour qu'Ayana guérisse, du temps pour que Mathilde échafaude un plan, du temps pour apprendre à se faire confiance. « Peux-tu m'apprendre ?» demanda soudain Mathilde. « Apprendre quoi ?» Ayana semblait perplexe. « Ta langue, quelques mots au moins. Si je dois être ton Ina pour l'instant, je devrais savoir parler un peu comme toi. » Un sourire, le premier que Mathilde voyait sur ce visage, illumina les traits graves d'Ayana. La fillette se redressa, soudain impatiente. « J'enseigne, tu apprends bien. »« Je ferai de mon mieux, promis, » répondit Mathilde en lui rendant son sourire. Au fil de la journée, Mathilde vaqua à ses occupations habituelles, tandis qu'Ayana se reposait, offrant parfois des mots de son peuple pour désigner les objets du quotidien. Elle nomma la couverture, le feu, l'eau. Mathilde répétait chaque terme avec soin, gagnant des hochements d'approbation ou de douces corrections de sa jeune professeure. Le soir venu, alors qu'elle partageait un souper simple de haricots et de pain de maïs, la tension dans le petit corps d'Ayana s'était visiblement apaisée. Bien qu'encore vigilante, elle ne sursautait plus à chaque bruit, ni ne se tenait prête à fuir. Des progrès, songea Mathilde, de petits pas vers la confiance. Cette nuit-là, alors que Mathilde se préparait à dormir, Ayana hésita près de l'âtre, incertaine de sa place. « Tu peux partager mon lit ?» proposa Mathilde. « Il y a bien assez de place pour nous deux. » Ayana considéra l'offre, puis accepta. Alors qu'elle s'installait sous les lourdes courtes pointes, Mathilde se souvint avec acuité de l'époque où elle s'imaginait border son propre enfant. Cette pensée lui apporta à la fois une douleur ancienne et une joie inattendue. « Bonne nuit, Ayana » murmura-t-elle. « Aguni Shiji » murmura la petite, somnolente. « Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Bonne nuit, mon cœur. » Alors qu'Ayana glissait déjà vers les rêves, Mathilde resta longtemps éveillée, écoutant la respiration régulière de l'enfant, sentant un instinct protecteur féroce grandir en elle. Peu importe ce qui arriverait ensuite, elle savait que sa vie avait irrévocablement changé. Contre toute attente, on lui offrait une seconde chance d'être mère, de la manière la plus imprévue qui soit. Une semaine passa, puis deux. La fureur de l'hiver s'apaisa progressivement, bien que la neige recouvrît encore le paysage, créant un cocon immaculé autour de la métairie. Durant cette période, un rythme timide s'installa entre ce duo improbable. Les blessures physiques d'Ayana guérissaient vite, bien que Mathilde la vit souvent se réveiller en proie à des cauchemars, criant dans sa langue natale. Ces nuits-là, Mathilde berçait l'enfant tremblante, fredonnant les vieilles chansons que sa propre mère lui chantait jadis. À mesure que les forces d'Ayana revenaient, elle commença à aider aux corvées, nourrir les poules que Mathilde gardait dans un petit poulailler attenant à la cabane, pétrir la pâte à pain et même apprendre à carder la laine du petit troupeau de moutons abrité dans la grange. Les leçons de langue continuaient dans les deux sens. Mathilde connaissait désormais des douzaines de mots de la tribu, tandis que le français d'Ayana s'améliorait de jour en jour. Leur conversation s'allongeait, devenant plus complexe, révélant la vive intelligence et la nature observatrice de la fillette.
Pourquoi vis-tu seule demanda Ayana un après-midi alors qu'elle travaillait à la table. Mathilde raccommodant une chemise pendant qu'Ayana triait des haricots secs. Mathilde réfléchit à sa réponse. Après la mort de Gabriel, mon mari, je ne voulais pas quitter notre maison. Nous l'avons bâtie ensemble. Sa mémoire vit ici. Ayana hocha la tête pensivement. Les miens disent que les esprits des ancêtres restent dans les lieux spéciaux. Ils veillent sur nous. C'est semblable à ce que beaucoup de gens de mon peuple croient aussi, répondit Mathilde, réconfortée par cette vision commune. Tu n'as pas d'enfant avant moi demanda innocemment Ayana. La main de Mathilde se figea. Non, dit-elle doucement. Nous en voulions beaucoup, mais le destin en a décidé autrement. Ayana absorba cette information. Alors, nous avons toutes les deux perdu notre famille, conclut-elle. Maintenant, trouver nouvelle famille. Mathilde sentit les larmes lui piquer les yeux devant la vérité simple de cette déclaration. Oui, acquiesça-t-elle, c'est vrai. Mais la réalité ne pouvait être tenue à distance éternellement. Alors que février arrivait avec des températures plus clémentes, Mathilde savait que des décisions devraient bientôt être prises. La neige fondait. Les sentiers allaient se dégager. Tôt ou tard, quelqu'un viendrait. Un voisin prenant des nouvelles, un colporteur itinérant, ou peut-être quelque chose de plus menaçant. Mathilde avait entendu des rumeurs sur les patrouilles de cavalerie traquant les survivants des tribus ayant résisté à la déportation vers les réserves. Si le clan d'Ayana faisait partie de ces groupes, les soldats la cherchaient peut-être encore. Un soir, alors qu'elles étaient assises près du feu, Mathilde aborda le sujet avec précaution. « Ayana, nous devons parler de ce qui se passera quand le printemps sera là. » La jeune fille leva les yeux du petit cheval de bois qu'elle sculptait, un savoir-faire que Gabriel avait enseigné à Mathilde et qu'elle avait transmis à Ayana. La lassitude revint immédiatement dans son regard. « Tu me renvoies » demanda-t-elle, la voix contrôlée, bien que Mathilde perçût la peur sous-jacente. « Non » affirma Mathilde, « jamais de mon plein gré. Mais nous devons être pragmatiques. Les gens vont recommencer à voyager quand la neige aura fondu. On posera des questions sur toi. » Les épaules d'Ayana se tendirent. Les soldats prennent les enfants parfois, les envoient dans des écoles lointaines, coupent les cheveux, interdisent de parler notre langue. Mathilde acquiesça sombrement. Elle connaissait l'existence de ces pensionnats, ces lieux où l'on forçait les enfants autochtones à abandonner leur culture. La pensée d'une Ayana si vivante et intelligente enfermée dans un tel endroit lui glaça le sang. « Je ne laisserai pas cela arriver, promit-elle, même si elle n'était pas tout à fait sûre de la manière dont elle pourrait l'empêcher. Une veuve vivant seule avait peu de pouvoir face à la politique du gouvernement. Ayana posa sa sculpture et vint s'asseoir près de Mathilde, s'appuyant contre elle. « J'ai un plan, dit-elle calmement. Mathilde baissa les yeux, surprise. « Quel plan ? On dit que je suis ton enfant d'avant. On dit que je suis née de toi et d'un père de mon peuple qui est mort, que tu m'as retrouvé. » Mathilde cligna des yeux, considérant l'audace de la suggestion. « C'est une histoire compliquée. Les gens pourraient ne pas y croire. Tu es respecté contre Ayana. Les gens te font confiance. J'apprends bien ta langue, j'apprends vos manières, mais je garde mon cœur à moi, à l'intérieur. » Elle plaça une main sur sa poitrine. C'est le meilleur moyen. Mathilde s'émerveilla de la finesse stratégique de l'enfant. Le plan avait du mérite, bien qu'il exigeât une exécution sans faille. La veuve avait vécu dans un isolement relatif pendant des années, ne se rendant au bourg que pour le strict nécessaire. Peu de gens connaissaient les détails de sa vie passée. Une histoire soigneusement construite pouvait effectivement être crue, surtout s'ils évitaient les regards trop curieux. « Il nous faudra mettre tes papiers en ordre », songea Mathilde à voix haute. « Un acte de naissance, une preuve officielle. Et tu auras besoin d'un nom chrétien pour les registres, même si tu seras toujours Ayana pour moi. »« Quel nom tu me donnes ?» demanda Ayana, semblant ouverte à l'idée. Mathilde réfléchit un instant, laissant ses souvenirs remonter à la surface. « Peut-être Adèle ? C'était le prénom de ma mère. »« Adèle » répéta Ayana, testant la sonorité du mot sur sa langue. « Adèle Vasseur. » Elle hocha la tête avec décision. « Bon nom pour la ville. Ayana, nom pour la maison. » Mathilde sentit une vague d'émotion la submerger en entendant la fillette adopter son nom de famille avec tant de naturel. Ce simple geste rendait leur lien fabriqué soudainement plus réel.
Il y a un magistrat à Saint-Roch, dit Mathilde, le juge Mercier. C'est un homme juste. Si nous lui expliquons notre situation, il pourrait nous aider avec les documents nécessaires. Il ne le dira pas aux soldats, s'inquiéta Ayana. Je lui ai sauvé la vie de sa femme il y a 2 hivers, lorsqu'elle a contracté la fièvre des marais. Il me doit une faveur, expliqua Mathilde. Et tout le monde ne soutient pas les actions du gouvernement contre ton peuple. Certains croient encore en la justice, même pour les tiens. Ayana considéra ces paroles, puis posa la question que Mathilde redoutait. Et si le vrai famille est encore en vie? Certains ont peut-être échappé aux soldats. Mathilde ressentit une pointe de culpabilité pour s'être tant focalisée sur leur avenir commun. Elle avait repoussé l'éventualité que l'enfant puisse avoir des proches la recherchant désespérément. Si c'est le cas, dit Mathilde avec précaution, tu devrais être avec eux. Je ne te garderai jamais loin de ton sang. Ayana fronça les sourcils. Tu es ma famille maintenant aussi. Le sang n'est pas la seule chose qui fait la famille. Tu as raison, acquiesça Mathilde, touchée par la sagesse de ces mots. Mais nous devrions au moins essayer de savoir si certains des tiens ont survécu. Tu mérites de savoir. Ayana hocha lentement la tête. Comment savoir? Il y a un homme, un colporteur métis nommé Miguel Vargas, qui voyage entre les colonies et les réserves. Il connaît bien les clans. Lorsqu'il passera au printemps, nous pourrons lui demander d'enquêter discrètement. Et si plus de familles, insista Ayana. Mathilde prit les petites mains de la fillette dans les siennes. Alors tu resteras avec moi aussi longtemps que tu le souhaiteras. Nous rendrons cela officiel, peu importe les obstacles. Ayana sembla satisfaite de cette réponse. Elle reprit sa sculpture, ses mouvements plus détendus maintenant qu'un plan était établi. Mathilde l'observa, fascinée par la résilience de cet enfant qui, après avoir enduré des traumatismes inimaginables, parvenait à s'adapter et à envisager l'avenir. En quelques semaines à peine, Ayana avait transformé l'existence solitaire de Mathilde, redonnant un but et une chaleur à sa vie. Dehors, les premiers signes du printemps se révélaient. Les jours s'allongeaient et les glaçons commençaient à fondre goutte à goutte. Le changement arrivait, porteur à la fois d'opportunités et de dangers. Mathilde savait que leur chemin ne serait pas aisé dans un monde qui rejetait souvent les liens comme le leur. Mais en regardant les mains habiles d'Ayana façonner le bois, Mathilde ressentit une détermination plus forte que tout ce qu'elle avait connu depuis la mort de Gabriel. Elle trouverait un moyen d'avancer, ensemble. Cette famille inattendue, forgée au cœur de l'hiver, ne se laisserait pas briser. Mars arriva avec son humeur changeante, alternant soleil tiède et tempête de neige soudaine, rappelant à tous que l'hiver n'avait pas dit son dernier mot. Les sentiers principaux devinrent praticables, et Mathilde sut que leur période de paix touchait à sa fin. Elle commença à préparer Ayana aux interactions inévitables, lui enseignant les coutumes et les attentes qui l'aideraient à passer pour sa fille retrouvée aux yeux des voisins suspicieux et des autorités. « Souviens-toi, quand d'autres sont présents, tu dois m'appeler maman et non Ina », rappela Mathilde alors qu'elles travaillaient ensemble au potager, préparant la terre pour les semis. « Je me souviens », répondit Ayana, son français coulant désormais avec plus d'aisance après des semaines de pratique quotidienne. « Et je suis né à Santa Cruz, de toi et de mon père qui était éclaireur pour l'armée. » Mathilde acquiesça. « C'est exact. Et si quelqu'un pose des questions sur ton teint, tu diras que mon mari était métis, un homme bon, mort avec honneur. Tu m'as envoyé vivre chez sa sœur quand tu es tombée malade, mais elle est morte cet hiver. Alors je suis revenu vers toi, récita Ayana. « Bien, dit Mathilde, impressionnée par la rapidité avec laquelle l'enfant avait mémorisé leur histoire fabriquée. Et n'oublie pas, certaines personnes pourraient ne pas être gentilles concernant tes origines. Ils pourraient dire des choses blessantes. » Le visage d'Ayana se durcit légèrement. « Je sais comment sont les hommes blancs. Mon père m'a prévenu il y a longtemps. » Mathilde ressentit un pincement au cœur en pensant au véritable père d'Ayana, un homme qui avait enseigné sa langue à sa fille, anticipant peut-être qu'elle en aurait besoin pour survivre dans ce monde en mutation. Il devait être un visionnaire, comme son Gabriel. « Tous ne pensent pas de la même façon, » dit doucement Mathilde. « Tout comme tous les tiens ne sont pas identiques. Nous devons juger chaque personne à ses actes. » Ayana réfléchit, puis opina. « Comme toi différente. J'essaie de l'être, » répondit Mathilde. « Gabriel m'a appris à voir au-delà des mots des autres, à regarder avec mes propres yeux et mon propre cœur. » Leur conversation fut interrompue par le bruit lointain de sabots martelant le sol gelé. Elles se figèrent toutes deux,
échangeant un regard alarmé. Elle n'attendait personne. « Rentre !» ordonna calmement Mathilde, bien que son cœur s'emballât. « Souviens-toi de ce que nous avons répété. » Ayana hocha la tête et disparut rapidement dans la cabane. Mathilde continua de travailler, feignant la normalité tout en s'efforçant d'identifier le cavalier en approche. Lorsque la silhouette apparut enfin, la tension de Mathilde diminua légèrement. C'était Miguel Vargas, le négociant dont elle avait parlé à Ayana. Il arrivait plus tôt que prévu, mais sa présence était préférable à celle d'un inconnu. Son chariot, tiré par des mules, suivait, chargé de marchandises. « Madame Vasseur !» héla-t-il en soulevant son chapeau. « Je vois que vous avez survécu à un autre hiver. »« De justesse, Miguel, » répondit-elle avec un sourire de façade. « Vous êtes mon premier visiteur de la saison. » Miguel mit pied à terre, attachant son cheval à un poteau de la clôture. « Les cols se sont dégagés plus tôt que prévu. J'ai pensé faire ma tournée en avance cette année. » Il jeta un coup d'œil vers la cabane. « J'ai entendu des histoires intéressantes cet hiver. Je me suis dit que vous voudriez des nouvelles. » Le pouls de Mathilde s'accéléra, mais elle garda une expression neutre. « Quel genre de nouvelles ?» Miguel baissa la voix, son visage buriné devenant grave. « Il y a eu des troubles avec certaines tribus au nord en janvier. L'armée a frappé fort après qu'un groupe de guerriers a attaqué un convoi. Une sale affaire. »« C'est terrible, » dit Mathilde avec prudence. « Y a-t-il eu beaucoup de victimes ?»« La plupart ont été tués ou capturés, » confirma Miguel sombrement. « Quelques-uns ont fui vers les montagnes. L'armée traque encore les traînards. » Il marqua une pause, étudiant le visage de la veuve. Chose curieuse cependant. L'un des clans avait une guérisseuse respectée. On raconte qu'elle a eu des visions, qu'elle a prévu l'attaque et a envoyé sa petite fille au loin avant l'arrivée des soldats. L'armée tient particulièrement à retrouver cet enfant. Mathilde sentit le froid l'envahir malgré le soleil printanier. Pourquoi voudrait-il une enfant ? Miguel haussa les épaules. La version officielle est qu'il s'inquiète pour les orphelins. Officieusement, certains croient que la fillette détient le savoir des lieux sacrés, des grottes où son peuple cache ses réserves depuis des générations. L'armée veut ces emplacements. Avant que Mathilde ne puisse répondre, la porte de la cabane s'ouvrit et Ayana en sortit, jouant son rôle à la perfection. « Maman » appela-t-elle, utilisant le français. « Dois-je commencer à préparer le déjeuner pour notre invité ?» Miguel se retourna, la surprise évidente sur son visage alors qu'il découvrait la jeune fille. « Miguel, je te présente ma fille, Adèle, » dit Mathilde d'une voix fluide. « Elle est venue vivre avec moi récemment, après le décès de sa tante cet hiver. » Une lueur de reconnaissance traversa brièvement les yeux de Miguel, vite dissimulés. Il n'était pas idiot et avait clairement relié les points, mais il ôta simplement son chapeau et s'inclina légèrement devant Ayana. « Enchanté de vous rencontrer, mademoiselle Adèle. Votre mère est une femme admirable. »« Merci, monsieur, » répondit poliment Ayana, son français mesuré et prudent. « Elle parle de vous avec estime. »« Pourquoi ne vas-tu pas commencer le repas, Adèle ?» suggéra Mathilde. « Monsieur Vargas et moi avons du commerce à discuter. » Une fois Ayana rentrée, Miguel se tourna vers Mathilde, les sourcils levés. « Votre fille ?» demanda-t-il doucement. Mathilde soutint son regard. « Oui. Mon défunt mari et moi avons été séparés d'elle pendant quelques années. Des circonstances familiales, vous comprenez ?» Miguel hocha lentement la tête. « Je comprends beaucoup de choses, madame, y compris que certaines affaires gagnent à ne pas être questionnées. » Il regarda vers la cabane. « La petite semble bien portante, heureuse même. »« Elle l'est, » confirma Mathilde, « et j'ai l'intention de veiller à ce qu'elle le reste. » Miguel la considéra pensivement. « Les patrouilles de l'armée passeront bientôt par ici cherchant certains individus. »« Nous n'avons rien à cacher, » dit Mathilde fermement. « Juste une veuve et sa fille essayant de vivre leur vie. » Miguel fouilla dans sa sacoche et en sortit une enveloppe scellée. « Le juge Mercier, en ville, m'a demandé de vous remettre ceci si je vous voyais. Il a dit que c'étaient les papiers importants que vous aviez demandés. » Mathilde accepta l'enveloppe, reconnaissant le sceau officiel du tribunal territorial. À l'intérieur se trouvait la documentation nécessaire, certificat de naissance et affidavit qui établirait la nouvelle identité d'Ayana en tant qu'Adèle Vasseur. Le juge avait travaillé vite. « Merci, dit-elle sincèrement. » Miguel baissa encore la voix.
Une dernière information qui pourrait vous intéresser. Il y a des rumeurs sur un petit groupe, peut-être une douzaine de survivants, qui ont franchi la frontière vers le sud, hors de portée de l'armée. Ils seraient menés par un ancien nommé Aigle Fier. Ayana n'avait jamais mentionné les noms de sa famille, mais Mathilde enregistra l'information. Cela pourrait être crucial un jour. « J'apprécie votre discrétion, Miguel, » dit Mathilde avec sens. « Nous avons tous nos secrets, madame, » répondit-il. « Et parfois, faire ce qui est juste signifie regarder au-delà de ce qui est légal. » Il jeta un dernier coup d'œil vers la fenêtre de la cabane. La petite a le regard des anciens, des yeux sages. Elle n'aurait pas survécu sans raison. Mathilde frissonna à ces mots. « Que voulez-vous dire ? Les vieux de mon peuple croient que certains enfants naissent pour être des ponts, pour apprendre les deux manières de vivre et apporter la compréhension. » Il haussa les épaules. « Juste des histoires peut-être. Mais j'ai vu assez de choses dans mes voyages pour croire qu'il y a une vérité dans la vieille sagesse. » Leur conversation glissa vers le troc, alors qu'Ayana, officiellement Adèle pour le reste du monde, apportait le café et invitait Miguel à partager leur repas. Le marchand accepta, traitant la jeune fille avec un respect naturel qui rassura Mathilde. Ils garderaient leur secret. Après le départ de Miguel, qui avait promis de revenir le mois suivant avec plus de provisions, Mathilde montra à Ayana les papiers du juge Mercier. La fillette traça son nouveau nom du doigt, l'expression solennelle. « Ces papiers disent que je suis ta fille par la loi maintenant, » observa-t-elle. « Oui, » confirma Mathilde. « Aux yeux du territoire, tu es Adèle Vasseur, née de Mathilde et Gabriel Vasseur. » Ayana leva les yeux. « Mais je suis toujours Ayana à l'intérieur, toujours de mon peuple ?»« Toujours, » l'assura Mathilde. « Ce papier ne change pas qui tu es, seulement comment le monde te voit. C'est une protection, rien de plus. » Ayana hocha la tête, satisfaite. « Miguel, il sait la vérité, » déclara-t-elle plus qu'elle ne demanda. « Oui, » admit Mathilde, « mais il ne dira rien. C'est un homme d'honneur. Il a dit que certains des miens ont fui vers le sud. » L'espoir tinta la voix d'Ayana pour la première fois depuis son arrivée. « Il a mentionné des rumeurs, » dit prudemment Mathilde. « Rien n'est certain. Mais oui, il est possible que certains aient survécu. » Ayana resta silencieuse un long moment. « Un jour, quand je serai plus grande, je les trouverai. Mais je ne te quitterai pas, » ajouta-t-elle rapidement. « Tu es ma famille aussi, maintenant. » Mathilde sentit les larmes monter. « Nous affronterons cette décision le moment venu, dit-elle. Pour l'instant, concentrons-nous sur notre vie ici. » Ce soir-là, assise sous le porche, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes lointaines d'or et de cramoisi, Mathilde réfléchit à l'extraordinaire voyage qui les avait menés à cet instant. 3 mois plus tôt, elle n'était qu'une veuve solitaire face à une nouvelle année vide. Désormais, elle était mère. Pas de la manière qu'elle avait imaginée jadis, mais peut-être de la manière dont l'univers l'avait voulu depuis toujours. À côté d'elle, Ayana travaillait sur un bracelet de perles, incorporant des motifs de son héritage aux matériaux de la boîte à couture de Mathilde. La création, comme leur relation, était un mélange magnifique de 2 mondes. « Ina », dit doucement Ayana, utilisant le mot sacré maintenant qu'elles étaient seules. « Je suis heureuse que la tempête m'ait amenée ici. » Mathilde tendit la main pour presser celle de l'enfant. « Moi aussi, ma fille, moi aussi. » Alors que l'obscurité tombait, révélant les premières étoiles, Mathilde sentit une paix profonde s'installer en elle. Le chemin à venir comporterait des défis, les patrouilles de l'armée, les voisins méfiants, la complexité d'élever une enfant entre 2 cultures. Mais pour la première fois depuis la mort de Gabriel, Mathilde envisageait l'avenir avec espoir plutôt qu'avec résignation. La veuve solitaire et la petite rescapée s'étaient trouvées contre toute attente. Ensemble, elles écriraient une nouvelle histoire, faite de courage, d'adaptation et de la puissance indestructible d'une famille choisie au cœur d'un monde divisé.